Des enfants condamnés qui se sont déchaînés dans la salle d'audience à ceux qui sont allés jusqu'à assassiner le juge et d'autres personnes de son entourage. Voici l'histoire d'enfants, mais aussi de criminels, qui ont comploté, planifié et, dans certains cas, réussi à éliminer le juge. Le 8 janvier 2011, la représentante des États-Unis, Gabby Giffords, a organisé une réunion intitulée « Le Congrès à votre coin » sur le parking d'une épicerie à Tucson, en Arizona, quand soudain, un coup de feu retentit. Madame Giffords a été touchée à la tête par une balle tirée par un pistolet Glock 19 de 9 mm. L'homme qui a tiré sur Giffords était Jared Lee Loughner, 22 ans, qui éprouvait une profonde méfiance à l'égard du gouvernement et une haine particulière pour Giffords. Mais il ne s'est pas arrêté là. Heureux du travail accompli, Loughner a ouvert le feu sur la foule, touchant des passants innocents et causant la mort de 6 personnes, dont juge en chef de la Cour de district des États-Unis, John Roll Gabe Zimmerman, qui était membre de l'équipe de Gifford, et Christina Taylor Greene, 9 ans. Loughner a finalement été plaqué par un officier, puis interrogé par le FBI. Lorsqu'il a été interrogé sur le motif de la fusillade, il a refusé de parler à qui que ce soit et a invoqué son droit au 5e amendement, le droit de garder le silence. Lorsqu'il était jeune, Loughner était très attentionné, doux et gentil. Cependant, en grandissant, il s'est mis à boire beaucoup, à prendre des drogues hallucinogènes et à se détacher de plus en plus de la réalité. Ce qui est étrange, c'est son activité sur les médias sociaux. Loughner était un membre actif d'un forum de discussion en ligne appelé Above Top Secret, connu pour ses discussions sur des sujets controversés. De manière surprenante, même ses messages ont été jugés trop controversés pour ce groupe et n'ont pas été bien accueillis par ses membres. Il a fait part de nombreuses théories conspirationnistes inquiétantes, affirmant notamment que le 11 septembre était un coup monté de l'intérieur, que le gouvernement contrôlait l'esprit des citoyens par le biais de la grammaire et qu'un groupe d'élites puissantes essayait de prendre le contrôle du monde à l'aide d'un système bancaire central. Ce comportement étrange a finalement conduit à sa suspension du Pima Community College en septembre 2010 et il a été licencié de plusieurs emplois pour des raisons similaires. Le 25 août 2007, M. Loughner a assisté à un événement organisé par Mme Giffords et n'a pas été satisfait de sa réponse à sa question. Qu'est-ce qu'un gouvernement si les mots n'ont pas de sens? Selon ses parents, après l'événement, il a souvent dit que les femmes ne devraient pas occuper des postes de pouvoir et s'est plaint que Mme Giffords était malhonnête et fausse. En novembre 2011, malgré ses mauvais antécédents professionnels, Loughner a pu acheter le Glock 19 qu'il a utilisé lors de l'attaque, ainsi que d'autres articles. C'est dire à quel point la haine peut être puissante. Quoi qu'il en soit, Loughner a laissé des indices sur ce qu'il prévoyait de faire. Le matin de la fusillade, il a posté un message étrange sur son compte MySpace. Loughner a ensuite pris un taxi pour se rendre dans un supermarché Safeway où la représentante Giffords tenait une réunion avec ses électeurs. Vers 10 h, il a ouvert le feu, touchant 19 personnes, dont sa principale cible, qui a été grièvement blessée mais a échappé de peu à la mort. Loughner a plaidé coupable pour 19 chefs d'accusation pour le meurtre de 6 personnes et la tentative d'assassinat de 13 autres. En plaidant coupable, il a évité la peine de mort, bien que certains parents des victimes aient été mécontents de cette décision. En novembre 2012, Jared Lee Loughner a été condamné à la prison à vie et à 140 années supplémentaires de prison fédérale. Il est hébergé au Federal Medical Center de Rochester, dans le Minnesota, et passera le reste de sa vie sous le contrôle de l'institution qu'il méprise, le gouvernement des États-Unis. Allez de l'avant. Rendons-nous au tribunal de justice du comté de Pike, à Pike, dans le Mississippi. Cet homme s'appelle Sidney Newsome et il est fait face à une accusation de violence domestique. Le juge qui préside l'affaire est le juge Aubrey Rimes. Newsome était en train de remplir des documents, l'huissier veillant à ce que tout se passe bien. Cependant, quelque chose semble l'agiter. Il saisit le papier déposé par l'huissier et se lève, se dirigeant vers le juge avec un air de désaccord. L'huissier est rapidement intervenu, le repoussant pour l'empêcher de s'approcher trop près. Mais Sidney ne l'entend pas de cette oreille, il commence à faire du bruit. Et cela met la salle d'audience mal à l'aise. La réaction de sa mère en témoigne. L'huissier tente de le calmer, mais il résiste et s'agite de plus en plus. Finalement, il craque et commence à saccager la salle d'audience, saisissant tout ce qu'il peut pour le jeter sur le juge. L'huissier fait de son mieux pour intervenir, mais il la domine. Sa mère se met à pleurer, le suppliant d'arrêter, sachant que cela ne ferait qu'aggraver son cas. Le juge Aubrey en a finalement eu assez. Il s'est levé, s'est approché et a plaqué Newsome au sol. Newsome tente de se défendre, mais heureusement, il est attaché et ne peut pas donner de coup de pied à Aubrey. L'un des spectateurs a tenté d'aider Newsome à se libérer, mais Aubrey s'est accroché fermement. Le vacarme, ainsi que les cris de la mère de Newsome, ont attiré l'attention des shérifs des environs. Ils se sont précipités et ont aidé à maîtriser Newsome et son sauveteur potentiel. Cette rencontre aurait pu être terrifiante. Imaginez que l'huissier l'ait menacé d'une arme. Avec le niveau d'agressivité dont il a fait preuve, il aurait pu blesser gravement ou, pire, éliminer tous les officiels présents dans cette salle.
Sidney a été inculpé d'agression simple et d'outrage à magistrat. La personne suivante sur notre liste, cependant, était en possession d'une arme à feu et son histoire est remplie de haine de toutes parts. Le 23 juin 2013, cet homme, le juge Timothy Corrigan, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat de la part de ce type, Aaron Marcus Richardson. Timothy Corrigan n'est en vie que parce que la balle a raté sa tête de quelques centimètres. Timothée et sa femme venèrent de rentrer d'un mariage et se détendaient à la maison. Timothée se détendait dans son fauteuil préféré, sa femme étant assise à environ 1,50 m de lui. Soudain, il a entendu une explosion d'une puissance phénoménale, juste à côté de son oreille droite. Sa femme s'est immédiatement jetée à terre, criant à Timothy de la rejoindre parce qu'il y avait des coups de feu. Timothée, encore un peu étourdi, s'est finalement laissé tomber sur le sol et a rampé hors du salon. Ils ont réussi à appeler les flics, qui sont arrivés rapidement, mais Marcus, le tireur, avait déjà pris la fuite. 2 jours plus tard, la police a arrêté Marcus, bien qu'il ait tenté de les induire en erreur par de fausses déclarations. Il s'avère que s'il s'est entraîné avec la tête de Timothy, c'est à cause d'une affaire de 2008 dans laquelle Corrigan a condamné Richardson pour avoir tenté de fabriquer une bombe. Richardson a mis au point un projet qu'il a appelé Mission Freedom, qui consistait à falsifier un ordre de mission, censé être signé par le juge Corrigan, qui rejetterait toutes les accusations en cours et lui rendrait même son permis de conduire et son crédit. En fin de compte, Richardson s'est vu infliger une longue liste de chefs d'accusation, parmi lesquels tentative de meurtre d'un juge de district américain, décharge d'une arme à feu lors d'un crime violent, vol d'une arme chez un revendeur, possession d'une arme à feu par un criminel condamné, possession d'une arme à feu volée, usurpation de l'identité d'un agent de police, 5 chefs d'accusation de fausses déclarations à un agent du FBI et 9 chefs d'accusation de mensonge à un agent de probation. Richardson a été condamné à 343 ans de prison. C'est fou. Quelle chance vous avez eue, Corrigan. Cependant, le juge suivant sur notre liste n'a pas eu la même chance. Voici Brian Gene Nichols. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un enfant, je pense que ses actions méritent de figurer sur cette liste. Le matin du 11 mars 2005, à 8h45 exactement, Nichols était escorté à son nouveau procès pour viol et autres chefs d'accusation. Une adjointe du shérif l'accompagnait et, lorsqu'elle lui a retiré ses menottes, Nichols a saisi sa chance. Il s'est jeté sur elle et ils ont lutté férocement pendant environ 3 minutes. Finalement, Nichols l'a maîtrisé, s'est emparé d'une clé et s'est dirigé vers un coffre où était rangée l'arme de la victime. Nichols a récupéré l'arme, s'est changé et a traversé un pont aérien pour entrer dans le bâtiment suivant, se dirigeant directement vers la salle d'audience. Une fois à l'intérieur, Nichols se rend dans le cabinet privé du juge Rowland Barnes. Il a arraché les lignes téléphoniques, pris 3 otages et exigé de savoir où se trouvait le juge. Nichols a quitté le cabinet à plusieurs reprises avant de revenir avec un autre adjoint comme otage. Nichols s'est emparé de l'arme du second adjoint et est entré dans la salle d'audience par l'arrière du banc. Il a tiré une seule balle dans la tête du juge Barnes, puis s'est retourné et a tiré sur la sténographe Julie Brando, la tuant. Nichols a ensuite descendu la cage d'escalier, sortant par une porte de secours et déclenchant l'alarme. Dans la rue Martin Luther King Jr., des témoins ont déclaré l'avoir vu tirer plusieurs coups de feu dans l'abdomen d'un autre adjoint du shérif, Hoyt Teasley. Vers 2h30 du matin, Ashley Smith est rentrée dans son appartement de Duluth, à environ 30 km au nord-est d'Atlanta, après avoir fait une course. Nichols l'a forcé à entrer sous la menace d'une arme, lui liant les mains et les pieds. Alors qu'il parlait pendant des heures de religion et de famille, Nichols a commencé à se détendre et a fini par la détacher. Madame Smith a ensuite conduit Nichols pour cacher son camion et l'a ramené à l'appartement dans sa voiture. Bien qu'elle ait son téléphone portable sur elle, elle n'a pas appelé la police pendant le trajet. Entre 6h30 et 7h, des ouvriers de la construction sont arrivés à l'immeuble de la David Wilhelm, a trouvé son corps et a alerté la police, qui a lancé un avis de recherche pour la camionnette Chevrolet bleue. Nichols a permis à Smith de partir rendre visite à sa fille, lui donnant même de l'argent et lui disant qu'il resterait dans son appartement pendant quelques jours. Vers 9h50, Smith a appelé le 911 et quelques minutes plus tard, une équipe du SWAT a encerclé le bâtiment. À 11h24, Nichols s'est rendu en agitant un t-shirt ou une serviette blanche et a été placé en garde à vue. Le 15 mars 2005, Nichols a comparu pour la première fois devant un tribunal après avoir été capturé. Le 5 mai 2005, un grand jury du comté de Fulton a inculpé Nichols de 54 chefs d'accusation, dont 4 pour meurtre. Le procureur Paul Howard a annoncé que l'État demanderait la peine de mort. Le 17 mai 2005, Nichols a plaidé non coupable des 54 chefs d'accusation. Le 7 novembre 2008, après 12 heures de délibération, un jury a déclaré Nichols coupable des 54 chefs d'accusation retenus contre lui, rejetant l'argument des avocats de la défense selon lequel Nichols souffrait d'une maladie mentale. Le 13 décembre 2008, le juge James Bodyford de la Cour supérieure a condamné Nichols à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la peine maximale pour tous les chefs d'accusation,
un jour après que le jury se soit mis d'accord sur une condamnation à la peine de mort. Il s'agit de Chandel Jackson, accusé du meurtre d'un étudiant à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il avait 18 ans à l'époque et, selon les rapports, lui et son ami Derek Thomas étaient à la recherche de victimes lorsqu'ils ont vu Nathan Potter sortir d'un bar. Ils ont tenté de voler Potter alors qu'il retournait à son appartement, mais lorsque Jackson s'est rendu compte que Potter n'avait pas d'argent liquide, il l'a abattu. Après le meurtre, les autorités ont révélé que Jackson s'était enfui dans le Mississippi, mais son oncle a fini par révéler où il se trouvait, ce qui a conduit à son arrestation. Lorsque Jackson comparaît devant le tribunal, il prend la situation à la légère en lorgnant la famille et en l'injuriant. Jackson finit par s'excuser pour ce qu'il a fait. Il supplie le juge de ne pas lui ôter la vie. L'avocat de Jackson a plaidé pour que le juge tienne compte de la jeunesse de son client et de son manque de contrôle des impulsions lors de la détermination de la peine. Cependant, lorsque la juge Rebecca Dallett a annoncé une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, l'enfer s'est déchaîné. Alors que Jackson était maîtrisé par les autorités, l'un des membres de sa famille a crié à la famille de Nathan Potter « Je vous déteste, je vous déteste ». Heureusement, l'incident survenu dans la salle d'audience lors de la condamnation n'a pas entraîné de blessures graves. Le juge était suffisamment éloigné de lui, qui sait ce qui aurait pu se passer autrement. Alors que Jackson était escorté hors de la salle d'audience, on pouvait encore le voir sourire à la famille. Son complice, Derek Thomas, a plaidé coupable d'avoir fait le guet et a écopé de 12 ans de prison. Les actions de Chandel au tribunal étaient honteuses. La prochaine sur notre liste est Nastasia Snape. Le calvaire de Nastasia Snape a commencé par une journée apparemment ordinaire où une série d'événements tragiques s'est déroulée. Elle conduisait dans une banlieue quand soudain, sa voiture a quitté la route. En une fraction de seconde, le véhicule de Rogue a percuté et tué la juge Sandra Feuerstein, qui se promenait, n'a pas eu le temps de réagir. La juge n'a pas eu le temps de réagir et son décès a été constaté sur place. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La voiture de Rogue a continué à rouler. Et quelques instants plus tard, elle a heurté Anthony, 6 ans, le blessant grièvement. Le pauvre enfant a été transporté d'urgence à l'hôpital et sa famille est en état de choc total. Les personnes qui ont vu ce qui s'est passé n'en croyaient pas leurs yeux. Les témoins ont raconté que la voiture de Rogue avait fait une sacrée embardée avant l'accident. Les équipes de secours sont arrivées rapidement, mais le mal était fait. Les policiers ont arrêté Rogue et, au cours de l'enquête, d'autres détails ont été révélés sur son comportement étrange avant l'accident. Il s'avère qu'elle était peut-être sous l'emprise de quelque chose, car ils ont trouvé de la drogue dans sa voiture, et tout au long de l'enquête, elle a prétendu qu'elle était Harry Potter. Toute la communauté était stupéfaite. Ils avaient perdu un juge respecté et un enfant avait été gravement blessé. Rogue s'est retrouvé face à de graves accusations comme homicide involontaire et conduite imprudente. Le procès visait à rendre justice aux victimes et à leurs familles. Les personnages de cette vidéo avaient soif de sang. Certains ont obtenu ce qu'ils voulaient, d'autres non. Une chose est sûre, le mal ne manque pas dans le monde. Cette vidéo vous a plu? Voyez si vous aimeriez en voir d'autres sur votre écran. Merci d'avoir regardé.